Ta réaction révèle l'un des gros problèmes des auteurs africains de bande dessinée. Sous prétexte qu'on fait de l'art, on zappe complètement la phase documentation, se jeter sur le dessin parce que c'est plus facile, on n'aime pas lire et finalement on retombe dans les mêmes travers que les créations occidentales qui ne font pas assez de recherches et du coup ne représentent pas toujours comme il faut les cultures. J'ai fait un mix Bénin, Empire du Bénin du Nigeria, hein, Mhm. Bénin, Yoruba, Hausa, Songhai, pour pouvoir avoir assez d'éléments pour moi, pour construire moi mon histoire, en fait. Parce que moi, mon propos, c'était vraiment de montrer un royaume africain qui soit un mix des technologies africaines de pratiquement les mêmes époques. Mon prétexte est justifié, justifiable et assumé de faire un mix très intéressant. Les Européens en font légion dans leur histoire. Tu mélanges allègrement des faits. Yo, la troupe s'émotive. Alors là, je me retrouve en appel avec Axel, scénariste de Raglan dans la Tama. Donc c'est mon scénariste, moi je ne suis que le dessinateur. Je lui ai fait lire quelques-uns de vos commentaires sur ma chaîne. Et vu que c'est un scénariste, j'ai sélectionné les questions afin qu'on parle un peu plus du travail de documentation, comment bien se documenter pour faire un projet sérieux et crédible sans raconter n'importe quoi, sans dénaturer la réalité. On va voir un petit peu sa vision de l'anachronisme, comment en faire sans que ça soit du laxisme. On va aussi voir les conseils qu'il donne sur comment pleinement s'immerger dans une culture dont on n'est pas issu, pouvoir raconter des histoires dessus. Est-ce que des non-africains aussi peuvent raconter nos histoires? On va demander son point de vue par rapport à ça, vu qu'il y a eu des commentaires par rapport à ça. Bien sûr, ce sera aussi son occasion de nous parler de toute sa vision, toutes les histoires qu'il aimerait développer en Afrique. Et de partout en Afrique, il y a tellement de cultures, etc., qu'on ne connaît pas. Il y a une histoire légendaire qu'il veut faire sur le Zimbabwe, j'ai trop hâte. Si je peux la dessiner, je vais la dessiner. Donc voilà, ce sera cool, on va apprendre plein de choses. Franchement, c'est vraiment top. Après ça, on va répondre à la critique d'un youtubeur sur Tama, notre histoire. Mais ça, ce sera la vidéo qui va sortir demain, du coup. N'hésitez pas à liker celle-ci. On est chaud, on a pris un peu de retard, mais l'objectif des 20 vidéos au mois de février, il tient toujours. Et surtout, bah, n'hésitez pas à commenter, à réagir, à tout ce que vous voulez sur la vidéo. De toute façon, vous mettez le QR code, vous réagissez. C'est la métrique que je regarde le plus, qu'on regarde le plus parce que ça encourage, ça permet de créer du lien, ça permet de faire nous aussi des contenus, d'avoir un certain dialogue, de nous enrichir mutuellement. C'est le truc qui me fait le plus plaisir et qui nous fait le plus plaisir parce que j'ai fait lire des commentaires sur cette chaîne à beaucoup d'auteurs de Tama. Il y a pas mal de sujets, la vidéo va être assez longue, donc j'ai mis un chapitrage. Allez checker, voir les sujets qui vous intéressent en particulier. Allez les regarder. Vous mettez un petit commentaire, vous réagissez. Et après, vous reprendrez la lecture un peu plus tard. Vous gérez, vous connaissez votre rythme. Yo, la troupe s'émotive. Aujourd'hui, on se retrouve avec le scénariste des scénaristes, scénariste de Raglan, cofondateur de Tama. Je te laisse te présenter, Axel. Vas-y. Salut tout le monde, ici c'est Axel, ouais, scénariste sur l'histoire Raglan de la Tama. Bah, voilà, ce qu'on fait, c'est pour révolutionner la bande dessinée des œuvres Afrique et diaspora. Que dire de plus? Ok. Axel le révolutionnaire. On va voir si tu as les appuis solides aujourd'hui, parce que j'ai quelques commentaires pour te tester. Et nous allons aussi Bien. regarder ensemble la vidéo, la critique qui nous a été faite par Olivier Méry. On le remercie encore. On va visionner tout ça. Et bon, voilà, on est tous les deux, on a fait Raglan, donc on va se concentrer sur Raglan principalement. Mais on va commencer tranquillement. J'ai quelques commentaires de ma communauté pour toi. On commence avec un commentaire très mignon de Lelouch622 qui a commenté donc dans ma vidéo sur l'afro-manga et tout le débat, tout ça. J'ai commencé l'étude de l'histoire des différents peuples d'Afrique, leur culture, mythologie. Le potentiel est tellement ouf que je me suis perdu. Est-ce que tu n'aurais pas des conseils pour ce jeune homme ou cette jeune dame, je sais pas parce qu'il a mis un E à la fin de perdu, pour Mhm. l'aider dans sa Ouais, quête? ouais. Ouais, c'est vrai que comme la personne l'a écrit, le potentiel est énorme parce que il y a tellement de choses. C'est très divers, non seulement par les régions,
Tu l'Afrique du Nord, tu l'Afrique de l'Ouest, tu l'Afrique centrale, tout ça, tout ça. Il y a plein de choses que l'on redécouvre, tu vois? Parce que c'est pas mainstream, on n'en parle pas beaucoup, donc c'est encore, faut fouiller, en fait. C'est là, en fait, c'est même pas que c'est caché, mais c'est pas mis en avant, donc tu dois fouiller et tu dois fouiller pour découvrir toute cette diversité qui est géniale et c'est échelonné dans le temps aussi. Tu vois? C'est une diversité géographique, tu vois? Et c'est en même temps une diversité dans le temps. Parce que, par exemple, tu prends l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique de l'Ouest, tu as, les Yoruba, les Hausa, les Edo-Bénin, les Fon, les Ashanti, les Baoulé, les Akan, tout ça. Et puis tu remontes, tu as les Soninké, les Bambara, tout ça, tout ça. Ça, c'est la diversité géographique. Maintenant, il y a la diversité temporelle. Parce que tu as des empires qui se sont échelonnés dans le temps. Tu as l'empire du Ghana, euh, tu as l'empire du Mali, l'empire Songhai, les royaumes Yoruba, empire du Bénin, les royaumes des Fonds, et tout de suite, tout cela plutôt. Donc, c'est vraiment diversifié dans le temps en plus. Donc, ce qu'il y a à faire, en fait, c'est que si tu veux écrire une histoire, il te faut choisir. Il te faut te poser et te dire, mon histoire, avec ce que je veux, le cadre que je lui donner, quelle culture et quel cadre temporel sied à cette histoire. Par exemple, dans Raglan, moi je savais dès le départ, puisque je m'inspirais d'un conte qui, pour le coup, n'était pas assis sur une base temporelle, qui est plus ou moins laissé deviner une base géographique. Plus ou moins, parce que c'était même pas mentionné de base. Donc moi, je me suis basé sur le, le fait que c'est un conte qui a été écrit enfin, qui a été recueilli, je veux dire, par un Béninois, tu vois, à la base, même si ça datait un peu. Et je me suis dit, ça serait bien si je le mettais entre le Nigeria et le Bénin. Tu vois? Donc c'est là que je suis parti pour me baser sur les cultures, Edo, Edo dans le Nigeria, Yoruba, Hausa, principalement et aussi un peu Songhai. Et temporellement, comme c'est une histoire qui sonnait, ancienne, traditionnelle, moi, mon frame, ça a été de me baser sur une histoire qui tournerait autour du, je sais pas, en Afrique, autour du 17e, 18e siècle. 17e, 18e siècle comme ça, tu vois? Donc, on n'est pas on n'a pas une Afrique qui est encore influencée par l'Europe et qui est encore très, très assez connue assez connue aujourd'hui pour qu'on puisse trouver des éléments qu'on a utilisés pour l'histoire, les vêtements, les plats culinaires, tout ça. Donc tout s'est mis, tout s'est regroupé pour que moi je puisse définir mon histoire. Vous voyez? Donc, ce qu'il y a à faire, c'est vraiment de choisir, c'est pour l'histoire que tu veux faire, c'est de voir quelle culture, quelle région d'Afrique et donc quelle culture va avec l'histoire que tu veux écrire. Si tu n'as pas encore d'idée en tête, tu peux te dire, tu peux choisir donc la culture qui va te parler le plus et partant de là, dégager une histoire, en tout cas dégager une trame scénaristique sur laquelle tu peux écrire maintenant ton histoire. Et autre chose importante à faire, c'est de définir aussi le temps. Parce que ça sera pas la même chose de parler, par exemple, de l'Égypte antique, Kémet, qui date d'il y a 5000 ans, et ou de parler des Zoulous en Afrique du Sud. Là, tu es juste 500 ans, à partir de 500 ans en arrière. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes perspectives. Bon, ça dépend aussi. Ça, c'est la dernière chose que je dirais. Ça dépend si tu veux respecter le cadre historique rigoureusement ou si tu veux juste t'inspirer des cultures dans leur habillement, leur façon de faire pour étoffer ton histoire. Parce que je connais beaucoup d'histoires qui, elles, historiquement, ne sont pas très fidèles. Ça veut juste piocher des éléments culturels Hmm. et quitte à faire de l'anachronisme. Ça, quitte à faire de l'anachronisme, mais vraiment de Qu'est-ce que t'en penses de l'anachronisme ça? patent. De l'anachronisme. L'anachronisme, ça peut être bien fait pour l'histoire en question. Par exemple,
par exemple, Dans qu'est-ce qui Raglan, me on a vient à quelques l'esprit? éléments un peu anachroniques. Si, 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 on en a. Avant de parler de Raglan, le Sia, le rêve du python. Je ne sais pas si Hmm. notre audience connaît ce film, mais je sais que tu l'as regardé et tu as fait une vidéo récemment. Dans Sia, le rêve du python, il y a des éléments c'est l'anachronisme est assumé. L'anachronisme est assumé parce que, on présente un royaume africain type traditionnel, type, en fait, quand je lis la base du film, c'est clairement l'empire du Ghana dont j'ai parlé tout à l'heure, l'empire Ouagadougou. Or, l'empire du Ghana, c'est d'après les sources historiques, c'est entre le 6e, 5e siècle et le 11e, 12e siècle par là. Donc Ouais. il y a, quoi? Il y a plus de 700 ans. Ouais. Il y a plus de 700 ans comme ça, ouais, à peu près. Il y a plus de 700, 800 ans. Ah, mais je sais de quoi Or, tu il veux se parler, base ouais. sur cette ouais. Ouais. Or, il se base sur ça parce que dans le film, le film est fait en langue bambara, en langue locale. Il parle de Kayamangan. Et Kayamangan, c'est le nom des souverains du Ghana. Mais Kayamangan ne se dit plus aujourd'hui, en fait, dans les régions concernées, Burkina et Mali, on ne dit plus Kayamangan. Mais Kayamangan, c'était le nom du souverain à l'époque. Tu vois, donc ça, c'est l'anachronisme. Il y a plein de Et un petits double éléments anachronisme. anachroniques, ouais, parce qu'il y a un moment, il y a même des outils, il y a même des trucs où tu te dis, mais attends, là, on est pratiquement à l'époque moderne. Et du coup, après, moi, Exactement. je pensais même que tu allais parler même de la fin, où du coup, il y a un personnage que tu vois dans l'époque J'y moderne et que venais. du coup, tu te dis, mais en fait, moi, je l'ai interprété comme quoi on est tellement bloqué dans nos traditions qu'on est bloqué, en fait, à vraiment très loin, alors que c'est pas si loin que ça, quoi. Enfin, c'est vraiment pour appuyer le fait que c'est traditionnel, traditionnel, c'est traditionnel, quoi, le petit village, enfin le royaume qui est en réalité assez petit. Ouais, exactement. En fait, si tu regardes le film dès le départ, tu ne te doutes pas Ils sont que bloqués dans le temps, quoi, c'est que littéralement. exactement, exactement. Et en fait, je pense que c'est assumé, je pense que c'est pas une erreur. En Mmh. fait, c'est un conte et je pense Mmh. que c'est dit dès le C'est un conte, départ. ouais. Le narrateur le dit dès le départ, c'est un conte et il fait même une citation de Jean Cocteau au début du film. Donc c'est un conte et moi, c'est en fait là où moi je vais dire l'anachronisme se comprend. C'est un conte, c'est fait pour donner une morale en fait et à la fin, sans spoiler le film, le personnage en question, sort du conte pour venir maintenant dans la réalité contemporaine et parler aux spectateurs. Pas de façon directe, mais Comme dans Yen indirecte. aussi un peu. Donc là ah! Je vois, je vois. Mmh. Ouais, c'est un truc, Donc là, qu'on fait beaucoup. Vas-y, continue. donc là, l'anachronisme se comprend parce que on comprend le message de ceux qui ont voulu faire l'œuvre, en fait. Mais un anachronisme qui ne va pas marcher, c'est que là, en fait, on constate que dans l'œuvre que tu fais, c'est vraiment basé sur quelque chose de traditionnel. Donc, on mélange. En fait, les époques ne sont pas vraiment censées se mélanger parce que dans l'œuvre, on comprend que c'est vraiment quelque chose qui apparemment doit se baser dans une époque. Mais on remarque que là, tu mélanges des éléments d'époque. Par exemple, si tu veux parler, je sais pas, si tu veux parler de Mansa Moussa, par exemple, si tu veux faire une œuvre sur Mansa Moussa, donc là, on est clairement dans l'empire du Mali. Et puis, on voit apparaître des navires européens. Là, tu es clairement dans l'anachronisme. Parce que Mansa Moussa, tu es dans le 13e, 14e siècle. Les Mmh. navires européens du genre des bateaux qui viennent d'Europe et qui commencent par les caravelles, en fait, ça n'existait pas encore à l'époque. C'est vrai qu'il y avait des Européens navigants, mais ils naviguaient pas encore sur l'océan Atlantique parce qu'ils n'avaient pas encore la technologie. Ils naviguaient dans la Méditerranée, dans la mer du Nord, d'accord, mais ils n'avaient pas encore la technologie pour naviguer sur l'océan Atlantique. Sinon, ils l'auraient fait déjà à l'époque. Donc là, c'est un anachronisme dont il faut, auquel il faut faire attention. Moi, je dirais quoi? C'est un peu ça. Je dirais que faut pas que l'anachronisme soit, en fait, en réalité, du laxisme. Tu vois? Du Mhm. laxisme et que tu vois, en fait, que c'est juste pour, avoir certaines facilités scénaristiques
Même si tu peux avoir 2-3 facilités, mais quand c'est à tout bout de champ et ben, ouais, c'est un peu laxiste et c'est imprécis. Tu Mmh. sens pas qu'il y a un propos, tu sens pas qu'il y a une direction et tu sens en fait un peu ce petit mépris, des fois, que peuvent avoir, surtout certains réalisateurs, étrangers, donc non africains, de se dire: «Bon, bah, c'est, africain, quoi. Africain, c'est africain». Comme tu le disais souvent, Tu vois? l'accent africain, que ça veut rien dire, l'accent africain ou le truc où bon, c'est africain, on s'en fout, de toute façon, c'est africain, l'intérêt, c'est qu'on comprenne que c'est africain. Non, parce qu'il y a des histoires, il y a des passages, il y a des temps de passage, il y a des choses qui sont passées, qui sont formées, qui sont déformées. Genre les cultures, les traditions, elles ont chacun une histoire, elles ont apparu à un certain moment pour des certaines raisons, elles sont disparues, elles se sont mélangées pour des certaines raisons et c'est ça qui est intéressant. Ouais, exactement, exactement. Mais du coup, pour Donc voi aider notre jeune homme, comment toi tu fait en termes de ressources, en termes de pour pouvoir, par exemple, il sait, je sais pas, qu'il veut faire, une histoire, heu, hem, heu, Égypte, époque Kémet, tout ça. Comment il fait pour les ressources, distinguer le vrai du faux, le faux du vrai, heu, avoir des ressources aussi, des points de vue différents, des visions et cetera plus authentiques? mmh Comment tu t'y es Bon, pris? déjà pour Kemet, mmh, si la personne veut se baser sur Kemet, l'Égypte antique, là, la personne va devoir, vraiment beaucoup, lire suffisamment. Déjà, si la personne est enfin, même si la personne n'est pas africaine, elle doit savoir que d'abord Kemet, c'est l'Afrique. Il faut Mmh. vraiment se débarrasser de ce courant qui veut que l'Égypte antique, donc Kemet, c'est pratiquement l'Asie. C'est pratiquement, je sais pas, le Moyen-Orient, donc ça se confond rapidement avec la Mésopotamie, tous ces trucs-là. Non, 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 non. Kemet, l'Égypte antique, c'est clairement africain. Donc la représentation des personnages, par exemple, on sait que dans le narratif dominant, heu, ça va montrer des personnages pratiquement type européen. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Donc il faut donc la personne devrait éviter ça parce que ce qui me fait, quand même rigoler, c'est que les Égyptiens, eux, se sont représentés. Mmh. Ils se sont représentés, on les voit partout dans leur temple et ils sont clairement foncés de peau avec différents teints, n'est-ce pas? Parce que le pays est étiré en longueur. Ça va de la Nubie jusqu'à la Méditerranée, donc c'est normal. Mmh. C'est normal, en fait. Mais au finish, quand tu vois les représentations qui sont pour la plupart occidentales, comme ils peuvent pas t'avouer, enfin, ils veulent pas montrer qu'il s'agit d'Africains, mais vraiment d'Africains noirs pour le coup, ça va te chercher, des acteurs type européen, type caucasien comme on dit et après ça va te dire que c'est une œuvre artistique, donc ça passe et à contrario, il y a un truc que je dénonce, entre parenthèses rapidement, à contrario, Heu, par exemple, il y a un film Netflix où on te représentait Cléopâtre et on prend une personne en métisse type afro. Ça non plus, je suis pas d'accord. Mmh. Ça non plus, je suis pas d'accord parce que Cléopâtre, son origine, elle aussi, elle est connue. Elle est d'origine grecque, Ouais, moi, j'aime pas aussi ce genre de truc, documentée et ce genre de conventionnée. swap non plus, j'aime pas O trop, ouais. exactement et elle aussi, elle a été représentée sur des pièces de monnaie de l'époque. Parce que Sur des pour moi, pièces de c'est le monnaie même de mépris, en l'époque fait. En fait, c'est le même exactement, mépris. exactement. C'est que il y a 1 million de femmes, si tu veux mettre une femme africaine pour ton film, il y a 1 million de femmes africaines, métisses ou de types qui ont existé. Cléopâtre, elle Mmh était typée, il y a des comme tu dis, c'était frappé sur des pièces de monnaie, on a des représentations. Pas be En fait, c'est quoi l'intérêt artistique? Il y en a Tu vois? pas. C'est juste, Non, c'est de la c'est merde. politique, c'est C'est politique. politique, c'est de la merde, C'est ça nous prend pour des cons, pour des enfants, pour des gosses. Voilà quoi. exact. En fait, c'est principalement politique, moi, je dirais, parce Mmh. que pour ce film Netflix, si ça veut, comme je le disais, ça veut dénoncer ou plutôt rectifier cette représentation erronée qui a longtemps eu à Hollywood de mettre des acteurs de type européen, caucasien,
là, ça doit se baser maintenant sur ce qui est avéré. Ça ne doit pas créer un truc erroné pour venir invalider un truc passé. Cléopâtre, elle est grecque et c'est montré. Donc, même si tu veux, prends un acteur, une actrice grecque pour jouer Cléopâtre. Et c'est avéré. Elle était reine en Égypte antique, à un moment où l'Égypte antique était sous domination grecque. Donc, mets une actrice grecque et c'est justifié. Personne ne va venir parler, en fait. Si tu veux montrer les premiers Égyptiens, ceux qui ont construit les pyramides, oui, là, tu peux carrément me prendre une personne éthiopienne, somalienne, soudanaise, ou égyptienne même carrément, parce qu'il y a des Égyptiens à la peau foncée, ceux qui sont dans le sud, c'est vrai. Mais ne fais pas un mélange de genres qui crée de la polémique inutile et qui laisse transparaître clairement que c'est un message politique que tu veux passer. Et je relève un fait d'actualité très rapide. Les Américains veulent encore faire je pense, je sais plus c'est quel réalisateur, veut faire un film sur une histoire grecque, Hélène de Troie, et ça va te prendre Lupita Nyong'o. Moi, je vois ça, je dis, ces gars, franchement, la bêtise, ils veulent pas quitter dans ça. Qu'est-ce que Lupita Nyong'o a à voir avec une histoire grecque, typée grecque? C'est pas normal. Et ça, en fait, c'est même pas pro-africain. Ça, c'est vraiment pour entacher, créer de la polémique inutile et diviser les peuples. Qui a demandé ça? Qui a demandé ça? Personne n'a demandé ça. Qu'est-ce que ça rapporte à l'humanité de représenter Hélène de Troie qui est grecque avec Lupita Nyong'o? Et artistiquement, il y a rien qui la justifie. Historiquement, il y a rien qui justifie si c'est pas qu'on veut créer de la polémique. Donc il faut éviter ce genre de choses, en fait. Mmh. Maintenant, si je dois un peu Donc plus me cela concentrer en mode, moi, il y a un conseil que je donne souvent, c'est, il y a les sources scientifiques. Mais mmh bon, après les sources scientifiques, tu vois, il y en a beaucoup qui se contredisent et cetera. Bon, tu peux essayer de trouver un peu un truc vrai. Je dis pas le contraire, mais selon le temps et tout et cetera, selon la personne qui l'a fait, il y a beaucoup c'est pas un truc absolu, quoi. C'est pas absolu. Mmh, oui. Si on laisse l'Égypte antique, c'est vrai que l'Égypte antique, je le soulignais, c'est un peu précautionneux parce que ceux qui ont commencé par, travailler là-dessus, les premiers égyptologues qui étaient français, Mmh. italiens, allemands, britanniques, eux, ils avaient une logique coloniale derrière. Mmh. Donc c'est là Voilà. où ça trahit un peu cela. Mais après, ça a été rectifié. On a eu Mmh. des travaux d'autres personnes qui sont passées chez Anta Diop, au Benga, qui ont rectifié quand même le tir. Donc, c'est là qu'il faut beaucoup fouiller, prendre plusieurs sources, varier dans le temps. C'est ce que je disais. Il ne faut pas juste appuyer sur ce que tu lis. Tu vas lire sur Mmh. Wikipédia. Non, non, non. Va vraiment chercher. Prends les périodes. En fait, dans les grandes lignes, l'Égypte antique est connue. On parle d'ancien empire, de nouvel empire, de tout ça, tout ça. C'est connu, ça, c'est pas faux. Tu as aussi la liste des pharaons, des rois d'Égypte, ça, c'est C'est assez connu. sourcé. Après, va prendre. Ça, c'est sourcé. Ça, c'est tout le monde accepte ça, tout le monde est d'accord avec ça. Après, va prendre des trucs individuellement, pousse ça, les recherches, questionne et ça va venir. Mais si on laisse l'Égypte antique, en fait, moi, je suis pas de ceux qui se focalisent sur l'Égypte antique parce que Mmh. c'est intéressant, tout ça. Mais si tu veux vraiment parler d'Afrique, l'Égypte antique, en fait, c'est une autre époque. Il y a encore plein de Mmh. choses à Mmh. découvrir en Afrique et à la mesure de l'Égypte antique. Tu peux venir maintenant, avant même de parler de l'Afrique de l'Ouest, tu parlais en Afrique australe. En Mmh. Afrique australe, j'ai très peu vu d'œuvres qui se basent sur l'Afrique australe et ça, c'est un conseil même que je donnerais. Heu, très peu de gens savent que le nom Zimbabwe, pour donner un exemple, c'est un nom qui vient un ancien empire ou un ancien royaume d'Afrique australe qui a construit des palais en pierre. De sorte que, tenez-vous bien, de sorte que un Allemand qui passait par là, qui a vu ça, s'est dit que c'est pas des Africains qui ont construit ça, que c'est des Phéniciens. Genre que c'est des Libanais, les actuels Mmh. Libanais, qui seraient venus construire ça. Ah, mais Le c'est pas la cité l'esprit what the qui fuck. c'est pas le non, non, j'ai peut-être confondu avec la cité qui est un peu en zigzag, là. Laquelle? Ah, j'ai oublié son nom.
Faudrait que je la retrouve. Il y a une espèce de Mhm. cité un peu construite, un peu en zigzag, là, un peu En Afrique? en Afrique, oui, en Afrique. En Afrique australe. Ah non, peut-être en Afrique de l'Est. Peut-être que je Australie. confonds avec l'Afrique de l'Est. Ok, ok. Mais Donc, ouais, en fait, c'est l'empire en question, c'est le Moine Motapa. Bon, pour ceux qui connaîtront, ou le Mono Motapa, c'est dans l'actuel, si je dis pas, si je situe bien, entre la Zambie et le Zimbabwe. C'est dans la zone. Et pour le coup, j'ai vu très peu d'œuvres, ou quasiment pas. Il faut vraiment que je fouille pour trouver, qui ont voulu se baser sur ça. Or, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Et ça, par exemple, là, tu n'as pas de, il y a pas eu de biais. À part ce que j'ai dit, il y a un Allemand qui, tu vois, dans mmh. un esprit colonial, n'admettait pas que c'était les Africains qui avaient construit ça. Bon, très vite, les scientifiques sérieux, même Européens, se sont dit, ça, c'est les Africains qui ont fait ça, donc on gère ça. Et là, tu trouves un truc, t'as un palais qui est en ruine, mais qui a été construit par les Shona, le peuple Shona, ça c'est Zimbabwe, et qui a fait des trucs magnifiques. Je vous laisse taper euh, Mono Motapa, ruine de pierre, et vous verrez, c'est là, c'est magnifique. Et le truc qu'il y a derrière d'intéressant, c'est de savoir que l'empire qui était derrière, ça faisait des rites. Le terme Zimbabwe, c'est pour dire les ruines de pierre. Il y avait, sur le drapeau de la Zambie, non, pardon, sur le drapeau du Zimbabwe, allô, allô, Ouais, ouais, ouais. sur le drapeau du Zimbabwe, il y a un symbole qui se trouve comme un oiseau dans leur drapeau. Ce symbole, c'est un symbole qui vient de cet empire-là et c'est quelque chose de religieux. C'est des piliers dans un rituel, pour des rituels en fait qu'ils ont repris dans leur drapeau. C'est des éléments très intéressants qu'on peut récupérer. Après, cet empire aussi était riche en or et faisait du commerce avec la Chine impériale à l'époque. Là, je pense qu'on est au 15e, 16e, 17e siècle, à peu près, c'est cette période-là. Ouais, il y a beaucoup C'est des éléments comme ça. d'histoires comme ça, ouais, qui sortent un peu des trucs un peu très connus, où comme tu dis, il y a moins de Exactement. biais, moins de trucs surtout de notre monde, nous, très francophone. Il y a moins de biais, on est moins allé là-bas, etc. Et c'est des histoires qu'on connaît pas. Genre, même moi, je connaissais pas. Ah, je connaissais même pas, Mhm, mhm. j'étais pas au courant. Mais ouais, très Exact. intéressant. Exactement. Parce qu'on a trouvé des porcelaines, de la porcelaine. Oh, la porcelaine, c'est de Chine. Mm. D'ailleurs, pour dire porcelaine en anglais, on dit China. C'est pour dire. Donc, on a trouvé de la porcelaine dans les ruines de cet empire-là. Donc, c'est tellement intéressant. Peut-être un jour, si personne ne le fait, moi, je finirai par le faire dès que moi, je serai posé. Ou moi, je pourrais écrire une histoire entre. Ouais, moi, je pourrais écrire une histoire et ça sera génial. Entre l'empire de Chine, imagine le potentiel de l'empire de Chine Mm. et un empire d'Afrique australe. Et en termes de l'or, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même mettre de la mythologie dedans. L'oiseau que tu retrouves sur le drapeau du Zimbabwe, qui était de cet empire, tu peux en faire un oiseau mythique. Tu l'associes au dragon chinois. Mais mon frère, t'as créé un truc Ah, de voilà, ouf, mon frère. tu peux créer une grosse technique de feu, là. Ouais, je te promets, tu as un Chinois d'un Mm. côté, donc on est à la Neja ou Neza pour ceux qui prononcent à la française. Mm. Tu crées un truc avec un personnage qui a, je sais pas, un totem de dragon et de feu, et tu as un autre afro de Shona, donc de la culture Shona, qui a cet oiseau comme emblème, et ça te crée un truc, je sais pas, élément de l'air ou de terre, je sais pas quoi, et tu crées un truc qui est badass et qui a la véracité historique derrière ça. Tu vois un peu? Je vois, je Donc, vois, je vois. Je vois. J'ai un autre commentaire. Mais faut savoir que c'est une personne, c'est un Européen, un blanc, qui regarde souvent mes vidéos, qui regarde souvent ma chaîne et qui me pose souvent cette question. Lui, il veut faire des histoires qui se passent en Afrique, mais il est européen, il a grandi je sais pas si c'est en France, en Suisse, en tout cas, il a grandi en Europe, il est blanc d'une famille, etc. Donc, il sait très bien qu'il a des biais, une vision qui le dérange, tu vois.
et il aimerait s'immerger un peu plus dans la culture africaine pour faire une histoire un peu plus authentique, entre guillemets. Et il voudrait savoir comment, par quels moyens il pourrait passer pour un peu mieux comprendre. Il n'aura jamais le point de vue d'un Africain, c'est normal, c'est logique, et ce n'est même pas souhaitable, tu vois. Mais il veut que son point de vue soit enrichi par une connaissance un peu plus concrète, un peu plus enracinée en fait en Afrique. Donc qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là de faire? Je vais te dire ce que moi j'ai répondu et après je vais te dire après tu vas répondre. Ce que je dis souvent, Mhm. c'est que parce qu'en fait le problème qu'il a, c'est aussi le problème qu'on peut avoir les enfants de la diaspora. C'est-à-dire, Mhm. bon, nous, on a quand même la culture et tout. Des fois, on revient au pays, tu vois. Mais lui il part d'encore plus loin. Mais dans le sens où, tu vois, il y a des, comme je dis, il y a les Camerounais des livres. C'est-à-dire qu'ils connaissent le Cameroun des livres. Tu vois, ils connaissent, ils vont te dire, OK, Romney, indépendance, etc. Nanana. Guerre de colonisation contre les Français, le napalm, Madouala, ils vont connaître. Tu vois, mais, ils n'ont pas, en fait, tu sens que c'est pas des Camerounais. Tu vois, qu'ils comprennent pas vraiment le Camerounais, ni même le pays, ni le Cameroun, ni. En fait, ils comprennent. En fait, ils ont les dates, ils ont les trucs, mais ils ont pas comment on appelle ça, la profondeur derrière, le sens. Tu vois, ils ont la forme, ils ont pas le sens. Ils ont les faits, ils ont pas le sens des faits. L'importance que ça a, comment ça a construit le pays, comment ça a construit le peuple, comment le peuple vit avec ça. En fait, ils ont pas ça. Tu vois, ils sont encore dans des logiciels où c'est pas le bon logiciel, tu vois. Et moi, ce que je conseille, et ça va un peu aller aussi avec le commentaire précédent, euh, des sources que tu peux avoir, etc., comment tu peux faire, c'est, en fait, pour connaître un pays, c'est ce qu'il avait dit à Kira, je me rappelle une fois, on était tous en VOC. Connaître un pays, bah, change ta télé, ton câble et tout, tu mets la chaîne nationale du pays. À partir de maintenant, tu regardes plus TF1 parce que TF1 c'est en France, regarde la chaîne nationale du pays. Consomme les divertissements que le pays consomme, les musiques que le pays consomme, tu vois. Le, les ragots, ce qui se dit que le pays consomme. Si tu vas aller dans le passé, peut-être on dessinait pas d'une telle manière, mais on avait d'autres manières de se représenter, de se représenter. Les statues, moi, les statues de bronze m'ont beaucoup inspiré pour faire les designs de Raglan. Parce qu'en fait, si tu te fies que aux dessins faits par les étrangers, en fait, des fois, ils vont avoir un biais, ils vont mettre des couronnes, des trucs comme ça qui, en fait, bon, il n'y a pas de couronne, il n'y a pas d'épée, etc. Mais regarde un peu les statues, regarde un peu les objets, comment ils étaient faits, les motifs qu'il y avait souvent régulièrement. Tu vois, quand tu Mhm. regardes des trucs comme ça, tu t'imprègnes, tu vois. Et même quand tu parlais de contes, les contes aussi, ça te montre aussi la vision du monde que les griots ou les personnes avaient à cette époque-là, leur philosophie. Donc moi, c'est un peu mon conseil. C'est vraiment, en fait, le mieux, bah, c'est de prendre un billet et d'aller, par exemple, pendant un mois. euh, on a encore dans nos pays on en a beaucoup parce qu'on est, en fait, on est un pays très attaché à nos traditions, tu vois. Même s'il y a des Africains qui pensent pas assez, on est quand même attaché, tu vois, comparé à d'autres. On est vraiment attaché. Dire qu'il y a plein d'endroits Mhm. qui ne sont dédiés que pour ça. Où il y a des gens, ils peuvent te parler 1 heure, de 2 heures de tout ce qui s'est passé dans ce village-là. Ils ont une passion pour ça. Moi, à chaque fois que je vais dans l'Ouest, au Cameroun, c'est surtout l'Ouest. Dans l'Ouest, et d'ailleurs, c'est leur métier. Ils sont là, ils sont posés. En fait, c'est des griots modernes, tu vois. Ils sont là, ils ont une encyclopédie dans la tête et ils sont juste là pour discuter avec toi. Tu viens, il y a le soleil, tu finis la discussion, c'est la nuit. Et ça, c'est le must. Mais pour moi, c'est une base, c'est la solution que je donnerais. Toi, qu'est-ce que tu dirais? Ah, exactement comme toi.
j'appuierai sur le dernier conseil qui est de se rendre sur place. Si tu veux créer du contenu sur les cultures africaines, il faut se rendre sur place. Bon, c'est vrai, ça coûte cher, mais bon, pour un Européen, je pense que c'est un peu plus abordable. Donc pour commencer, comme tu as dit, c'est de consommer la culture, en fait. C'est de consommer la culture, pas ceux qui la produisent. Donc suivre les chaînes de ce pays, la musique, écouter la musique de ce pays, suivre vraiment le contenu de ce pays pour commencer par connaître déjà, de façon endogène, par ceux qui y sont. Et je pense un must, donc quelque chose à faire, c'est si dès que la personne en a les moyens et la temporalité, c'est de se rendre sur place et échanger avec les personnes sur place, comme tu l'as conseillé, voir des guides, vraiment découvrir, avant de vouloir créer du contenu sur le pays là. Pour donner des exemples, deux exemples parlants, j'ai suivi le making-of des productions Disney, l'âge d'or 1990 des œuvres Disney. Pour représenter le roi lion, les équipes sont allées en Afrique, au Kenya et en Tanzanie, principalement au Kenya, pour filmer sur place les parcs nationaux, voir comment ça se passait, questionner comment l'hiérarchie chez les lions, tout ça, tout ça. Donc c'est un travail de recherche qui a été Ah, fait Miyazaki faisait par pareil Disney. avec ses équipes, Takahata et tout. Ils Ah, allaient en par Europe, ils exemple. faisaient des tournées européennes, ils prenaient son carnet de croquis, ils dessinaient tout ce qu'ils voyaient, ils étaient extrêmement curieux et tout, hein. N'est-ce pas? Donc ça, c'est un travail. Bon, ça, en fait, si tu fais un truc vraiment pro et qui soit vraiment authentique, ça c'est normal en fait. Quand je dis quasiment, il faut y penser. Il faut vraiment aller sur place pour, euh, pour savoir de quoi on parle. Mais encore mieux, et ça c'est mon deuxième exemple, tu peux faire comme Michel Oslo. Mais Michel Oslo, je lui ai dit qu'il ne l'a pas choisi. Ouais. Michel Oslo, qui a fait Kirikou et la sorcière, lui, il est né en Afrique et il a grandi en Afrique. Mm. Michel Oslo est né en Guinée, il a grandi en Guinée, donc il avait l'expérience, il a grandi en tant qu'Africain avant Ouais. de se retrouver en Europe. Donc, je dirais, il avait la légitimité de faire Kirikou et la sorcière. C'est vrai que c'est pas sa première œuvre, mais lorsqu'il a voulu, il avait commencé des œuvres dans les années 70-80 et ça lui a pas, c'est pas pour ça qu'il a été connu. Et l'œuvre qu'il a vraiment fait connaître à l'international est une œuvre authentique, je dirais, une œuvre qui se basait sur son enfance vécue. Donc, il a fait Kirikou, même si il n'est pas de la culture, des cultures de base, mais il était au contact. Et donc, il a fait Kirikou en s'inspirant de contes africains, enfin, je pense qu'il s'inspire d'un conte africain en particulier, parce que moi j'ai fait la recherche et j'ai vu que certainement c'est Bambara, puisque voilà. Avant ça, il y avait une Malienne qui a fait une œuvre c'est mes suppositions, hein, donc peut-être Michel s'est basé sur ça, peut-être. Ça s'appelle L'Enfant terrible d'Annie Kissema. Donc Michel, il était sur place, il a vécu avec des Africains, peut-être qu'il comprend les langues de Guinée et il a pu faire une œuvre authentique qui a percé. Donc je finis sur ça pour montrer vraiment Mm. ce qu'il faut faire. Moi, je pense le premier pas qu'on peut tous faire, parce que c'est vrai que prendre un billet d'avion, c'est le must, mais le premier pas qu'on peut tous faire, c'est de passer de vidéos YouTube avec des miniatures travaillées sur l'Empire de Nubie, avec des montages et tout, de quitter de ces vidéos-là pour aller à des vidéos d'Africains qui vont discuter, comme là, par exemple, on fait nous, d'Africains qui vont juste discuter, parler, et parler d'eux, parler de leur histoire, parler, etc., avoir des débats entre eux. Tu vois, ça existe hein, sur YouTube, Exact. etc., ça existe, Oui, il y en a plein. Après, des fois, il y a des problèmes de langue, parce que des fois, ils vont parler dans leur langue que tu vas peut-être pas forcément comprendre, qu'on va peut-être pas oui. forcément comprendre. Bah, il Mais faut apprendre. Il faut faut apprendre. apprendre Et la ça, langue. Mm, permets-moi rapidement. mm, Et, c'est ça aussi, on est dans un monde mondialisé où on n'est mm. pas. Pourquoi ça doit être dans un seul sens? Les Africains maîtrisent parfaitement les langues des autres.
Pourquoi ça ne peut pas être le contraire? T'as raison, t'as Pose totalement la raison. question. Les Européens qui veulent, s'ils ne veulent pas, ça se comprend, mais s'ils veulent créer du contenu africain, il faut apprendre les langues, sur le continent et il y en a de plus en plus qui le font. Ouais, c'est ça, bah oui, c'est Donc ça, c'est vrai. c'est Bon, pas on aberrant dit que pour si tu apprendre veux par exemple l'islam, il faut apprendre l'arabe. Tu vois, donc c'est logique en fait, parce que la langue, c'est très c'est le important. véhicule. Ouais, c'est le véhicule, c'est très important. Mais ouais, mais en tout cas, Exactement. essayer de passer de ce genre de contenu, voilà, extrêmement monté, on va te présenter une histoire dirigée de A à Z, à des contenus en fait beaucoup plus longs, faits par des personnes de ces cultures-là qui discutent entre elles et qui, voilà, qui parlent d'eux-mêmes en réalité. C'est mieux de, c'est mieux d'aller dans ce sens-là. Alors, c'est une personne, on a eu un échange de commentaires. Je t'en avais déjà parlé en plus, c'est une personne qui n'était pas d'accord sur le fait que les Je vois. Muriano est la plus grande fortification de l'histoire de l'humanité et m'avait un peu reproché. Moi, j'avais répondu bon, en fait, que ce soit la plus grande ou la deuxième plus grande ou la troisième plus grande ou ça fait quelle différence? Tu vois, ça fait quelle différence? La personne, elle avait pris un peu ses grands chevaux. Bon, en vrai, je l'accuse pas et tout. Hein, c'est pour le délire. Mais elle m'a fait un commentaire. Donc, ta réaction révèle l'un des gros problèmes des auteurs africains de bande dessinée. Sous prétexte qu'on fait de l'art, on zappe complètement la phase documentation, se jeter sur le dessin parce que c'est plus facile, on n'aime pas lire et finalement on retombe dans les mêmes travers que les créations occidentales qui ne font pas assez de recherche et du coup ne représentent pas toujours comme il faut les cultures africaines. Bon, Ouais, c'est posé. je réponds déjà. Il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Et en fait, c'est au-delà de juste répondre au truc pour répondre, j'ai quand même envie de dire quelque chose d'important pour les auteurs africains qui me regardent. Déjà, euh, on zappe totalement la phase documentation pour se jeter sur le dessin parce que c'est plus facile. C'est faux. La plupart, justement, le problème qu'il faut aussi aborder, c'est que la plupart des auteurs ont, on est un petit peu, avant de vraiment commencer à faire le projet, vraiment le commencer vraiment, on va passer énormément de temps qu'il faut passer, comme on vient d'en parler, il faut passer du temps pour être précis, pour pas être laxiste, pour mettre du soin, de l'attention sur ce qu'on fait. Mais au bout d'un moment, il faut commencer, tu vois. Et il faut faire les pages, et il faut faire le projet. Et faire le projet, ça nécessite un truc qui est assez douloureux, qui demande du courage, mais qui doit être fait. C'est-à-dire de poser une intention artistique sur tout ce qu'on vient de lire, tu vois. Sur tout ce qu'on vient de lire, sur tout ce qu'on vient de se documenter, de spécialistes de à gauche, à droite, de vision de gauche, de droite, à la fin, c'est notre vision qui va primer et on doit la poser sur le papier et la présenter au public. Et ça, c'est outrement plus compliqué et plus, voilà, plus compliqué pour son ego que de faire ça, que de lire, justement. Mais moi, j'aimerais, avant qu'on enchaîne sur le cœur du sujet, j'aimerais vous inciter à avoir ce courage-là. Être un artiste, être un auteur, c'est avoir une vision, c'est avoir une intention, et avoir le courage de l'assumer. C'est au milieu de tout ce que vous avez lu, de tout ce que vous êtes immergé, vous êtes parti apprendre le Bambara, vous êtes parti à Tombouctou, vous, vous avez tout fait, vous avez tout, lu tout. À la fin, vous êtes artiste et auteur. Vous devez l'interpréter et vous devez le faire. Ayez le courage de le faire. Ayez vraiment le courage de le faire parce qu'il y a tellement de quantités de projets que je connais, de mes proches, de mes potes, qui ont des univers développés de fou. C'est des Tolkien, les mecs. Ils ont des langues spécifiques, ils ont des trucs, ils ont tout bossé, ils ont tout fait. Ils ont toutes les références du monde. Mais pour créer, c'est là que ça coince. Au bout d'un moment, faut avoir le courage de dire, bah, il y a des gens qui peuvent me critiquer pour ma vision, pour mon attention.
il se peut même que j'ai fait quelques erreurs par-ci par-là, qu'il y a des gens qui vont pas du tout être d'accord, que machin, que ceci, que par exemple, voilà, il y a quelqu'un qui dise non, mais en fait, les fortifications, c'était pas les plus grands, c'est n'importe quoi, lisez des livres, les Africains, moi je lis des livres, c'est n'importe quoi votre BD, tu vois. Il faut prendre ce risque-là, ce courage-là. C'est important, mais si vous n'êtes pas prêt à faire ça, vous n'êtes pas prêt à être des auteurs, des artistes. Surtout dans notre thématique à nous. Voilà. Maintenant, je vais te relancer sur le sujet. Les murs et à nous, est-ce que c'était des fraudes? Pas du tout, pas du tout. Les murs, il y a, c'est avéré, c'est là. Ils sont en ruine, ces murs, ces fortifications, parce que le terme mur, c'est pas, ça ne rend pas compte vraiment de ce que ce sont des fortifications. Et je tiens à dire que c'est pas quelque chose qui est rare, hein. Heu, pour donner un exemple, la ville de Abomey, au Bénin, parce que je suis béninois. Abomey, ça veut dire, au sein des fortifications. Parce que la bonne prononciation, c'est Abomey. Ça, c'est Hum, difficile à prononcer, mais Abomey et Abo, ça veut dire fortification, hum, en fond, ma langue. Donc les ouvrages fortifiés en Afrique, il y en a, c'est courant en fait. Le truc, c'est que la colonisation est passée par là et tout ça a été oublié en fait. Mais il suffit de faire un peu d'archéologie et tu vas retrouver des ouvrages en ruine, surtout que c'était en terre battue et qui sont là. Il y en a partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest. J'ai parlé du Zimbabwe, Monemotapa tout à l'heure, il y a des ruines un peu partout en Afrique. Donc, ça existe. Et de plus, c'est effectivement, et ça, et ça, tout le monde peut le vérifier, ce sont les plus grandes fortifications, les plus longues fortifications en terre battue du monde. Faites les recherches, il n'y a aucune fraude là-dessus. En terre battue, ouvrages humains dans le monde, ce sont les plus longues, effectivement. C'est quoi Maintenant, la polémique. sa concurrence, c'est quoi? C'est la Grande Muraille de Chine. Mmh mh, mmh. Mm. La polémique et si celui qui a fait le commentaire part sur cela, que je peux comprendre, c'est est-ce que c'est en termes de fortification tout court, heu regardless, donc si on ne considère pas le matériau de construction, est-ce que c'est plus long, plus surtout, est-ce que c'est plus long en termes de longueur, cumulé que, la grande muraille Ming? Parce qu'il y a encore un vice de formulation quand on parle de grande muraille de Chine. C'est pas une muraille qui est en Mm. Chine, c'est des murailles, en fait. Regardez la carte, Mhm. c'est des murailles, ça se recoupe. C'est exactement comme pour les fortifications. Les IA du Bénin, c'est entremêlé. Mais c'est après qu'on fait la totalisation pour voir c'est quoi la longueur totale. C'est la même chose que pour la muraille de Chine. Les gens ont l'impression que c'est quelque chose qui va d'un point A à un point B. Non, ça va d'un point A à B, C, D, E, ainsi de suite, en fait. Et c'est après que c'est totalisé. Et la polémique, c'est que les calculs qui ont été faits il y a quelques années par un chercheur. Et c'est là, en fait, que la personne qui a fait le commentaire, elle a fait ce commentaire, mais elle n'a pas donné de source, elle n'a pas appuyé son propos et elle lance une accusation. Ça, c'est grave. On peut lancer une accusation quand tu n'étais pas tes propos. Si on veut aller dans le terrain juridique, tu lances une accusation parce que la personne est accusée. Vous ne faites pas des recherches. Est-ce qu'elle, elle a fait des recherches? Où sont ses sources? Voilà. Donc, la polémique, c'est qu'il y a à peu près 40 ans, il y a un chercheur qui s'appelle Maurice Miles Martinez. C'est un Afro-Américain qui, l'intention derrière, et c'est pas une intention mauvaise, au contraire, l'intention derrière est de mettre en avant la grandeur des royaumes des empires africains. Il a fait des recherches, monsieur Martinez. Et donc, il a découvert, et c'est ça qui l'a poussé à écrire un livre. Et le livre s'intitule en anglais The Great Wall of Africa, the Empire of Benin's 10,000 mile long wall. Si j'essaie de traduire en français, la grande muraille de l'Afrique, le long mur de 10 000 miles de l'Empire du Bénin. Je ne sais pas combien font 10 000 miles en kilomètres, parce qu'eux, ils utilisent le système impérial, les Américains, en système métrique, Ouais, kilomètre. je sais pas. J'ai pas trop la conversion. Mais en fait, c'est ça qu'il met en avant,
Monsieur Maurice Martinez, sur la couverture de son livre, il faut voir, après peut-être tu pourras mettre la couverture du livre dans la vidéo. Ouais. Il met en avant la longueur, en fait. C'est ça, en fait, son propos premier. Il montre que c'est, en termes de fortification, franchement, c'est le plus long du monde. Il se peut qu'il ait fait une erreur de calcul. Et en fait, ça n'a pas été contesté au moment où il publiait le livre, parce qu'il a publié le livre, beaucoup de chercheurs ont lu. Et le truc, c'était qu'il était le premier à faire cette recherche et à faire les calculs. Et il a découvert que ça fait 10 000 miles, système impérial des Américains, et que ça dépassait du coup ce qu'on avait mesuré en totalité pour la muraille Ming qui est en Chine, parce qu'il y a plusieurs murailles en fait en Chine. Et celle qui est la plus longue d'un tenant, continuellement, c'est celle qu'on appelle la muraille Ming et qui devrait faire quelque chose comme 6 000 miles ou 4 000 miles, en fait, à l'époque que ça a été mesuré. Donc, c'est ça qui était avéré. Et donc, quand il a émis cela, en fait, ceux qui n'ont pas mesuré et qui ont eu l'information et qui étaient européens, eux, n'ont pas voulu mettre ça en avant. Eux, en fait, c'est avéré, c'est pas une théorie du complot. Eux n'ont pas voulu mettre ça en avant. C'est plus les chercheurs afro-américains qui ont mis ça en avant. Et c'est resté un truc dans la niche des Afro-Américains qui sont fiers de l'Afrique, de leur origine africaine, et qui mettent ça en avant. C'est un peu plus tard, en fait, et je ne sais pas qui a fait qui a refait les calculs après, je ne sais pas si ce sont les Chinois eux-mêmes, mais que la longueur des murailles en Chine ont été recalculées, réestimées, parce que tout ça, en fait, c'est difficile à mesurer, tout ça. C'est de la topologie, c'est tout ça. Ça a été refait pour la muraille Ming qu'ils ont, il paraît-il, ça a été sous-estimé et que ça sera encore plus long, en fait, en totalité, que celle du Bénin. C'est juste ça, en fait. Une affaire de totalisation parce que c'est pas un truc, il faut pas voir un truc long, rectiligne, qui est posé en Chine ou dans le sud du Nigeria et qu'on serait venu mesurer. Et c'est comme ça, il faut aller sur place, ce que très peu de personnes font. Miles Martinez, je pense bien, il est allé sur place et il a mesuré, ou soit il a recueilli des données de chercheurs britanniques peut-être qui étaient sur place et qui ont fait les Ouais, estimations. le Parce que tout ça, pouvoir c'est d'aller des sur estimations. place, tu sais, quand on parle du poids de l'histoire, c'est vrai que le pouvoir d'aller sur place, c'est quelque chose, hein. Même qu'en France, tu vois, moi je suis allé dans une petite ville qui s'appelle Cognac. C'est en France, en Aquitaine, c'est pas loin d'Angoulême. Le, co- le Bon, cognac. voilà, en plus c'est dans cette ville-là qu'on fait du cognac justement. Et c'est une ville très historique. Et en fait, quand tu vas, tu sens. C'est pas une ville faite comme les autres, tu vois. Euh, que ça soit dans les petites ruelles pavées de pierre, même les poubelles, elles ont un design, tu vois, sur les poubelles, il y a le symbole de Cognac qui a un espèce de paladin avec son bouclier, etc. Ok. Sur les Je murs, vois, je vois. il y a des fresques, on te déballe le lore de la ville. Il y a encore des fortifications en pierre, et il y a des panneaux pour t'expliquer le lore de la ville. Il y a... En fait, tu sens que t'as un espèce de bateau échoué Mhm. qui borde un fleuve. Ah, c'est quel fleuve qui passe là-bas? Mais voilà, et en fait, tu sens vraiment le lore de la ville. Tu ressens le poids de l'histoire. Genre vraiment, t'as même pas besoin de parler à quelqu'un, mais tu ressens. Et si t'as besoin, bah, y a des gens qui sont là pour te parler, t'expliquer. De toute façon, comme je dis, il y a des inscriptions où c'est détaillé, où c'est écrit sur les églises, etc. Tu le sens vraiment. Et pareil, hein, quand je suis allé, quand je vais souvent à l'ouest, je le vois beaucoup à l'ouest. Je le vois aussi au nord, avec nos lamidas, ce qu'on appelle nos lamidas, des espèces de chefferies du nord, etc. Mhm. C'est que voilà, tu ressens les trucs viscéralement, tu vois, tu ressens la sensation. Et ça, pour un artiste, c'est important de ressentir la sensation. Pas simplement le comprendre intellectuellement, le concevoir logiquement, mais vraiment, c'est vrai que si on va au Bénin et qu'on voit par exemple les ruines, on pourrait peut-être plus sentir le travail, tu vois, le poids de ça. Et vraiment, et comment on l'interprétera, bah, on pourra le remettre dans l'histoire, dans la manière dont on dessine, etc. Qu'est-ce que ça nous a fait Exact. ressentir, quoi. Ok. Exactement. Donc,
Ouais, c'est tout un travail, en fait. Mm. Travail qui, il faut le dire, ça a été rarement fait, en fait. C'est ça, en fait, le souci, le manque du côté africain. Parce que là, c'est un Afro-Américain, c'est même pas un Nigérian. On s'attendrait Mm. que ça soit un Nigérian, quelqu'un de la culture Edo qui aurait publié un tel ouvrage, mais c'est pas lui. Je suppose, je devine, et je devine bien que c'est pas parce que eux-mêmes ils n'ont pas voulu, mais c'est tout un cheminement. Tu dois être un chercheur dans le domaine de l'archéologie, de l'histoire, avoir les moyens pour le faire parce que c'est des choses qui coûtent, publier un livre, avoir une autorité, tu vois, universitaire, tout ça, tout ça. Et encore, on est dans les années 1970-1980. À l'époque, le Nigeria était à peine indépendant. Il était à peine indépendant à l'époque, tu vois, c'est ça. Mais le gars, il a fait cet ouvrage et c'est sur cette base, en fait. C'est sur cette base. Bon, après, c'est vrai que après, mais ça, c'est pas un problème des Africains. Celui qui a fait le commentaire, je pense il est assez condescendant. Il y a ce qu'on appelle la vulgarisation. Plein de choses qui sont des choses que l'on dit mainstream, en fait, pratiquement même des idées reçues. C'est des choses qui partent de faits scientifiques que l'on popularise et qui parfois sont pas totalement vrais, sont partiellement vrais ou sont carrément des idées reçues. On peut en citer beaucoup. Je sais pas. On dit Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Oui, Christophe Colomb est allé, n'est même pas allé aux États-Unis. Il est allé sur les îles du Bahamas, de Cuba. Il est allé aux Caraïbes. Il n'est même pas allé sur le continent en tant que tel. Et c'était même pas lui le premier. D'abord, c'était pas lui le premier humain à aller aux Amériques déjà. C'est les Américains. Les Premières Nations américaines sont les premiers en Amérique. Ça, déjà, c'est clair pour tout le monde. Deuxièmement, c'est pas lui le premier Européen à aller aux Amériques. Il a été montré et même prouvé scientifiquement avec des recherches que ce sont des Vikings danois, islandais danois, qui ont été les premiers à se retrouver dans l'actuel Canada, dans une région qu'on appelle l'Anse aux Meadows. Voilà, dans les années 600-700 par là. Et c'est bien après que, que le fameux Christophe Colomb va entreprendre ses voyages et qui va se retrouver en 1492 dans les Caraïbes et puis ça va lancer tout ce qu'on connaît après. Voilà. Et ça continue quand les gens viennent dire Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Qui vient crier que les Européens sont les plus grands fraudeurs au monde? Qui dit ça? Qui vient contester ça? Ah. Donc c'est un peu ça. Et les murailles de l'Empire du Bénin sont effectivement en terre battue les plus longues et les plus grandes fortifications qui ont jamais été construites. Par rapport à leur longueur totale en tant que fortification tout court, c'est vrai que ça concurrence avec celles qui sont en Chine. Ça, il faut le dire. Mais c'est tout, en fait. Maintenant, sur un point de vue historique et sur un point de vue africain, mais comment on peut nous refuser et comment on peut me refuser, je le prends personnellement, mais de vouloir magnifier quelque chose qui est génial. Parce qu'au-delà des fortifications, l'Empire du Bénin, n'est-ce pas, motive, mais c'est un truc magnifique. Et Ouais. encore, moi, dans mon histoire, je ne me suis pas juste basé sur l'Empire du Bénin, moi, j'ai fait un mix Bénin, Empire du Bénin du Nigeria, hein, Mhm. Bénin, Yoruba, Hausa, Songhai pour pouvoir avoir assez d'éléments pour moi, pour construire moi mon histoire, en fait. Si je dois parler de Raglan, moi, j'ai pas voulu l'inscrire uniquement dans une culture, parce que moi, mon propos, c'était vraiment de montrer un royaume africain qui soit un mix des technologies africaines de pratiquement les mêmes époques. Donc, il y a peut-être des époques qui étaient un peu plus avancées que d'autres, mais en fait, toutes ces cultures pouvaient se recouper en un seul endroit parce elles existaient parallèlement à la même époque. Mais c'est vrai que les distances étaient énormes parce que Aoussa, c'est plus vers le nord du Nigeria, ça n'a pas vraiment été en contact avec les Edo Bénin, ça a été plus en contact avec les Yoruba, ça c'est vrai. Donc moi, mon prétexte est justifiable et assumé de faire un mix très intéressant. Les Européens en font légion dans leur histoire. Tu mélanges allègrement des faits
scandinaves avec Bah des ouais, hein. faits qui Bah, sont plus. j'ai fait la même chose aussi graphiquement. Typiquement, je me suis dit, l'architecture qu'on retrouve ouest du Cameroun, ça Mhm, mhm. s'incorporait très bien avec l'architecture Edo, alors que la ville, elle Exactement. peut faire un peu, elle peut faire un petit peu ville sahélienne, un petit peu, etc. Donc en fait, ce mix-là, graphiquement, je le trouvais intéressant. Et Oui, donc, totalement. Et ça, pourquoi pas. on n'est pas les premiers à le faire. Hmm. Si tu, allons questionner les œuvres européennes, on verra il y en a plein. En fait, très peu, très rares seront les œuvres européennes qui ne font pas ce genre de mix. Déjà, des anachronismes, tu en as plein dans les œuvres européennes, en fait. Par exemple, la représentation souvent des épopées grecques, l'Odyssée, l'Iliade, c'est rempli d'anachronismes. C'est pas moi qui le dis, c'est des chercheurs en ont parlé. Il y a des vidéos YouTube qui reviennent là-dessus, de personnes qui sont très suivies et très considérées en tant que vulgarisateurs historiques ou scientifiques français, francophones. Dans YouTube, ils disent que ces représentations sont des anachronismes parce que ça confond les Grecs tels qu'on les connaît les plus, qui sont plus contemporains des Romains, tu vois, alors que les histoires de l'Iliade, de l'Odyssée dataient 1000 ans, ou pratiquement 1000 ans avant cette période. Donc, on te représente je sais pas, des Achilles, des Ulysses, des Hélènes. C'est un peu comme si on veut représenter l'empereur Mansa Moussa Mhm. et tu le représentes dans les habits dans des habits je sais pas, de Jay-Z. De Jay-Z où ouais, tu représentes Mansa Moussa avec ce que je porte pour te montrer. Ouais, ça Mansa comme ça. Moussa. Moi, ça peut faire une C'est- bonne histoire, hein. Mansa Moussa au Qui Japon. porte. Qui porte. Merci. Hmm. Mansa Moussa au Japon. Hmm. Qui va étudier au Japon. Pourquoi pas? Ouais, en fait, c'est le genre d'anachronisme qui est fait dans les œuvres européennes parce que quand tu montres des casques en métal, les Grecs à l'époque de l'Iliade, de l'Odyssée ne connaissaient pas encore le métal. C'est bien après. Mais quand tu vois, par exemple, le film Ouais. 300 qui montre les Spartes avec des épées, des casques, des trucs comme ça, c'est très anachronique parce que c'était pas les choses de l'époque. Il y a beaucoup Hmm, hmm, hmm. d'anachronismes dans ces affaires-là. Qui Et en vient fait, dire que c'est. j'ai l'impression que quand les Africains font ça, on va direct. Tout le monde est historien, tout le monde est scientifique, tout Hmm, le monde est c'est- très à l'affût en mode ah mais c'était pas exactement comme ça que ça se passait. Mais pourtant, si tu parles comme de l'Iliade et de l'Odyssée, la plupart des gens ont dans leur imaginaire Achille avec ce casque ouais en métal et tout, Agamemnon avec des armes et tout, ils se disent ah non mais c'était déjà ouf à l'époque. Pareil quand tu parles des trucs grecs, ils ont l'impression que les piliers faisaient 1 million de mètres, les les espèces de piliers, que c'était un idylle, qui avait des fontaines de jouvence de partout. je te promets. Non, on n'est plus historien. Mais par contre, quand c'est pour pareil, pour les Japonais, ils représentent leur sabre J'allais le qui dire. tranche tout le monde, qui fait. Là, on n'est plus des historiens. Mais quand c'est pour l'Afrique, on est très précis. Oh, on se calme. C'est pour Abs- ça que je l'avais répondu. Je lui ai Absolu. dit, Je vais faire eux-mêmes. hmm, Absolute cinéma. non mais on fait. Si on a envie, on fait. En fait. Après, Voilà. voilà, tout ce qu'on a dit D'accord, s'il y a des trucs avant, à reprocher, on nous CF, tout reproche. ce qu'on a dit Mais avant, tu vois, on va pas faire n'importe quoi pour le plaisir de faire voilà. n'importe quoi. Mais même si quelqu'un a envie de faire n'importe quoi, mais il fait n'importe quoi. Genre, il a le droit. En fait, il y a. Mhm. Dans l'art, il n'y a pas spécialement. Il n'y a pas de cahier des charges, de trucs à respecter. S'il fait, il fait n'importe quoi. Si ça plaît, si ça Mhm. parle à un certain truc, si ça lui parle à lui déjà en tant qu'artiste, c'est le plus important, bah Mhm. il fait C'est n'importe ça. quoi. Il fait. Laissez-le faire n'importe quoi. Nous, enfin en tout cas moi ce que je dis, c'est pas toutes les œuvres devraient être comme ça. Ce que je dis, c'est pas que par exemple les blancs et tout, ou les étrangers n'ont pas le droit de représenter l'Afrique, etc. Ce que je dis, c'est que nous, en tant qu'Africains, on doit prendre le contrôle aussi de notre imaginaire et Non. du coup avoir notre mot à dire. Quand je dis les Africains, on pense pas tous de la même manière.
on réfléchit pas tous de la même manière, mais on est tous africains et on doit notre voix, notre vision doit aussi compter dans le lot, mais au pluriel. Mmh. C'est pas une vision, c'est au Exactement. pluriel. Genre s'il y a un artiste qui veut être ultra rigoureux, etc., il fait. Mais s'il y a un autre, je sais pas, faire Mansa Moussa sur des chars d'assaut, etc. Il fait. Enfin, c'est bien aussi, tu vois. C'est au pluriel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pluralité des visions. Pas juste une vision dominante. C'est ça la nuance, en fait. C'est pas juste une vision dominante. Moi, quand je critique la Mmh. vision dominante, c'est parce que justement, elle est dominante, elle est écrasante. Et on a l'impression qu'elle est euh, implacable et qu'elle, voilà, qu'elle est innée, quoi. Non, c'est une construction, c'est leur vision. Mais si on en fait plein, on va plus se rendre compte que ça, c'est juste une vision parmi tant d'autres. Donc, Exactement. c'est ça le propos. C'est une vision parmi tant d'autres Mm. et ça, il faut le comprendre et pour revenir sur le commentaire, je parie que la personne qui a fait ce commentaire voulait juste critiquer, pour critiquer. Bon, elle savait pas à qui elle avait affaire, manifestement. Non, après, je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un Donc qui est. Elle a mis d'autres commentaires. C'est quelqu'un, je pense, après, le but c'est pas de parler de cette personne-là, le but c'était de faire une vidéo aussi intéressante qui pourrait aider tout le mmh, monde. Mais ouais je pense que, ouais, c'est quelqu'un de pointu. En fait, moi, c'est le commentaire de, ouais, et non, mais les Africains on n'aime pas lire et tout. Oh, oui, calme-toi. oui, en fait, Calme-toi. c'est précisément sur ce propos c'est précisément Mm. sur ce propos que moi je réagis pour dire que, on est précis et là, c'est notre droit de réponse, on répond qu'on est précis, et ça serait bien si cette personne voit cette vidéo, que si elle veut, on peut l'inviter. Si elle est d'accord, on Mm. peut l'inviter, on peut en parler. Si elle est, comment on va dire? Si elle est de bonne foi dans ses propos et si elle a des choses à dire Ouais, précisément, pourquoi je pas, pense que c'est ça, pas. je sais pas ce que tu en penses, on pourrait, ça serait une Moi, bonne chose ouais, je qu'on suis en parle, c'est vraiment totalement. Pourquoi pas, de toute façon, c'est que de la mmh, bande dessinée en vrai. exactement et c'est là quelque chose à nous apporter, un truc, puisque apparemment si son intention, c'est vraiment qu'on fasse quelque chose pour le coup, quelque chose de rigoureux parce que c'est vrai, si on fait parce qu'il faut dire les choses, on est en train de poser des marques. On ne prétend pas être des révolutionnaires, en fait. Pour moi, c'est un cas à part. Je m'assume. Mais Tama ne se prétend pas forcément révolutionnaire. Mm. Tama apporte quelque chose. Et comme tu le dis si bien, il y a des visions africaines, on apporte une vision parmi tant d'autres. Et c'est un peu ça. Si elle veut qu'on ait vraiment cet aspect, en le faisant, donc on apporte quelque chose, si on aspect rigoureux, elle a totalement raison et on gagnerait à voilà qu'elle fasse encore plus, qu'elle dise encore plus en commentaire ce qu'elle voit, les conseils qu'elle a nous donné, tu vois. Mais si l'intention derrière c'est juste de critiquer sans vrai fond derrière, alors on Je pense répond que pas. non, nous Moi, je lui donne, j'espère, je on lui n'est donne pas le des bénéfice du doute, je lui donne la bonne Mhm. attention.